Bonjour et bienvenue dans cette... On coupera? Encore Brasnato ou pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel apéro partage EDS. Aujourd'hui on reçoit les copains pour vous parler des relations. Les copains. Les copains, c'est rigolo. Donc aujourd'hui on va parler des relations. Donc avec Valérie, Mathilde et Ludo que vous connaissez déjà, qu'on avait vu sur la vidéo sur l'ego, je crois. Sur l'ego, ouais. Voilà, tout à fait. Comme elle n'a pas compris, revient. Voilà. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, très longtemps. Donc on ne va pas parler de l'ego aujourd'hui. Ah merde. Voilà. Bah, j'y vais. Du Ça coup, t'intéresse pas, du coup. je vais commencer peut-être déjà comment on définit une relation. Et qu'est-ce que c'est une relation? À quoi sert une relation? Tu m'as pris pour la rousse ou quoi? Alors, définition 1. Sens propre. Hein. Qu'est-ce qu'une relation? Le petit Robert. Le mini Eric, tu sais. Alors, Wikipédia. relation non féminin. Définir une relation. Non mais ouais, je sais pas, comment t'expliques une relation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Waouh, ok. C'est nature, relation professionnelle. Bah allez, on pose les bases amicale, quoi. Ouais, on pose les bases. On pose les bases comme on Ok. fait d'habitude. Relation. C'est parti. On va parler des relations. Donc une relation, c'est à partir du moment où on porte sa conscience sur une autre personne et qu'on accepte que cette personne rentre dans son monde, on rentre en relation avec elle. Donc du coup, on accepte d'être le miroir de l'autre et que l'autre soit le miroir de soi. C'est souvent les relations qui nourrissent l'âme. C'est quand même ça que notre âme vient chercher. C'est-à-dire que c'est la relation qui va nous donner de la confrontation et de la richesse à la vie. À mon avis, c'est plus riche une vie en communauté, en tout cas quand tu veux avancer, que seul sur une île déserte. Voilà, je ne sais pas comment définir autrement une relation. Mais on va le faire durant toute la vidéo. Hein. Ouais. C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas sur ce thème. Bah, par exemple, au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe quand on rentre en relation Voilà. avec quelqu'un? Ah ouais. Ça c'est déjà un peu plus intéressant. Ah, là, je te laisse répondre. Énergétique. C'est pas à toi là, c'est ton chacun. J'ai pris la plus galère du début. Ouais, dès que je. Franchement, c'est dès que je pourrais peut-être Dès t'aider à la qu'il prochaine. m'intéresse. Ouais. Je finis ma relation avec le wasabi là. Une relation piquante. C'est une piquante relation. Ah, ça va, ils Pas sont mal, pas force que là. ils sont t'arrêtes pas tes salam alek et qu'on commence la vidéo réellement. Voilà. Bien joué, oui, parce que C'est un peu son fou. comme on a fait dans les autres vidéos, on va vous mettre des mots en bas de l'écran, en haut, enfin je sais pas trop où encore. Des Là. vidéos qu'on doit caler lors de l'apéro, lors de l'échange. Les mots qu'on a casés. C'est ça, les mots à caser. Ok. Donc Ludo vient d'en caler un. Et du coup, c'était quoi la question? Énergétique, hein, Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe? En gros, dans l'invisible quoi. On est là pour accrocher les wagons, nous. L'autorité là. Non, Chacun a son rôle. Voilà. Ça va être n'importe quoi. si on C'est fait toi. un léger résumé de ce qui se passe dans l'invisible au niveau de la relation, c'est que je vais avoir tendance à laisser des bouts de moi, des bouts d'énergie de moi, c'est-à-dire des morceaux de mon entité énergétique totale chez l'autre, parce que je me modifie et que je fais des efforts, ou que par peur de ne pas être aimé par cette personne, ou par peur d'être rejeté, je vais inventer un personnage que je ne suis pas, et du coup je vais peut-être laisser de mon identité pure dans cette relation, donc énergétiquement c'est un bout de moi que je laisse chez lui. Lui va probablement faire pareil, donc il y a un échange d'énergie, c'est-à-dire que je perds un bout de moi, il perd un bout de lui. Et le bout de lui qui perd en moi me modifie aussi, puisque du coup, ce qui reste chez moi, qui m'a projeté par modification, parce qu'il avait peur que je l'aime pas, ben ça implique une modification à l'intérieur de moi aussi, c'est-à-dire que je prends la responsabilité de sa modification. Okay, donc il y a tout un jeu dans l'invisible, je me modifie parce que j'ai peur que tu m'aimes pas, mais du coup de faire ça, je fais porter la responsabilité à l'autre du fait que je ne sois pas totalement moi et totalement en paix et libre. Donc principalement c'est un échange d'énergie qui, tant qu'on ne met pas de la conscience dessus, fait qu'on est dans une codépendance
Et je vais générer peut-être potentiellement de la culpabilité plus ou moins consciente chez l'autre, en me modifiant pour lui, et inversement. Voilà, et ensuite, il y a, au niveau énergétique, il y a aussi toutes les projections, c'est-à-dire les fantasmes, les suppositions, les attentes que je projette sur l'autre, plus ou moins consciemment. Ça, je lui projette dessus, donc c'est quelque chose qui l'alourdit énergétiquement, et lui va faire pareil. Donc il faut être bien en place, bien posé, bien sûr de soi et se connaître un minimum, pour ne pas en fait subir tout ce qui se joue dans les relations, dans l'inconscient. Donc c'est tout l'idée de la thérapie, surtout la thérapie énergétique, et tous les bienfaits des clarifications de relations qu'on peut faire. Ça va, ça, c'est bien? Du coup, c'est de ces fragments d'énergie que surviennent les accros dans la relation. Ouais, c'est comme si ça crée des dettes énergétiques en fait. Si je me modifie parce que j'ai peur qu'on soit plus amis, je vais faire des efforts, etc., etc., etc. Donc je perds de mon identité primaire, c'est-à-dire ce que je suis en vérité, ben, je le modifie et j'en perds un peu l'essence. Et inconsciemment, je vais t'en faire porter la responsabilité. Et inconsciemment, tu vas en porter la responsabilité. Donc ça crée forcément quelque chose qui n'est plus très sain. Une zone de tension. Une zone de tension, dans la plupart des cas, totalement inconsciente. Et personne ne fait exprès de ça. On a surtout été éduqués, élevés dans la peur de se retrouver seul et de ne plus être aimé, avec le système de punition, de réprimande et compagnie. Quand tu es l'être que le système veut que tu sois, ben, tout le monde t'aime et te donne ce que tu veux. Et quand tu es borderline, voire que tu passes de l'autre côté de la ligne, ben là on commence à te punir, à te rejeter, etc. Donc tout vient de là en fait. Et donc ouais, ça crée des dettes énergétiques. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je me modifie un tout petit peu pour toi, alors je peux me faire croire que c'est par amour pour toi, mais c'est par peur que tu m'aimes plus surtout. Dans 95% des cas, c'est plutôt par peur que par amour. Quand c'est par amour, il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment, quand c'est vraiment par amour. Mais c'est-à-dire que si c'est vraiment par amour, bah, je ne vais pas attendre de retour ou quoi que ce soit. En fait, je vais donner totalement ce que je suis. Et on passe à côté de ce que l'on est profondément, c'est-à-dire on se modifie soi pour une simple et bonne raison qui est j'ai peur que tu m'aimes moins que ce que tu m'aimes maintenant. Et même si c'est fait en conscience. Ben, si c'est fait en conscience, bien sûr que tu diminues grandement cette dette énergétique. En fait, la quantité d'énergie transmise, tu la diminues. Mais elle existe, d'autant plus que dans ma conscience, mais elle existe. Mais on peut vivre avec ça. On vit tous avec ça, à un moment donné. Maintenant, on peut se libérer de plus en plus de ça. Cette dette, elle se fait avec des gens que tu côtoies, que tu aimes, ou elle peut se faire avec des gens que tu rencontres, je sais pas moi, une caissière, le facteur avec qui tu entres en relation. Ou c'est qu'avec des relations... Ouais, c'est clair. Attention, là, c'est parti. Je chauffe pas Orlane. L'histoire de la caissière. Pas aujourd'hui. Ou est-ce que c'est que des relations un peu profondes, quoi. Enfin, profondes. Bah, il y a tout. Tout se fait. À la hauteur de ton enjeu émotionnel, en fait. D'accord. Tu laisses plus ou moins de... Au plus tu vas aimer la personne. Plus tu vas laisser tes parents. Eric, je vais me modifier pour lui à un endroit. De quoi? Oui. Je vais me modifier pour lui à un endroit parce qu'il veut aller faire du vélo et puis moi c'est pas ma joie, mais bon, par peur de le perdre, je vais le suivre à faire du vélo. Je le mets en dette parce que ça, il va devoir me le rendre. Et cette dette, elle va être importante parce que moi, en couple, je vais le noter dans mon cahier. L'hôtesse de caisse, je ne vais pas le noter dans mon cahier. Je vais le rejouer avec une autre, jusqu'à ce que je comprenne cette relation. Mais l'hôtesse, même si je ne vais pas chercher son amour, elle ne va pas me renvoyer ça toutes les 5 minutes parce que je ne la vois pas. Lui, il va vraiment aller, vu qu'on vit ensemble, il va aller, ou les enfants, ou la famille, ils vont aller très très loin parce que je ne peux pas les fuir. Donc du coup, automatiquement, il va appuyer dans des failles très profondes dans la relation. Et automatiquement, je vais être très en dette, entre guillemets. La dette va être plus lourde avec lui ou avec mes enfants qu'avec toi. Toi, si ça m'agace, je vais te jeter. Allez, c'est vrai, je change d'amis, elle est trop saoulante, quoi. Lui, ça va être compliqué. Et l'enfant, c'est même pas possible. Donc c'est là les plus grandes dettes. C'est pour ça que souvent, avec les ados qui viennent pour réparer ces dettes, puisque la construction de l'adolescence, c'est de se déconstruire et de tuer symboliquement ses parents. Donc c'est l'endroit où en fait il te rend tes dettes
pour apprendre à savoir qui il est pour de bon. C'est pour ça que c'est une période très très compliquée. Tout d'un coup, il refuse de porter ça, quoi. Voilà. Il te le renvoie. Et là, tu peux pas fuir, alors que toutes les fois où ça a été présenté sur tes mêmes blessures, ta même mise en relation, tu as pu fuir. Mais là, il n'y a que lui qui a assez d'amour pour venir te rendre tes blessures. Ouais. Le fait d'avoir cet accro avec quelqu'un que l'on croise, donc l'hôtesse de caisse dans cet exemple, c'est plus le fait d'une entité, d'une image, plutôt que de la personne elle-même, du coup. Et ça serait la même relation avec l'entité travail, école. Ouais. Oui. En fait, déjà, les relations, c'est pas parce qu'il y a ces dettes qu'elles sont un problème, au contraire. C'est vraiment la solution, puisqu'au final, si tu mets de la conscience là-dessus, ça va te ramener à toi, à ton autonomie, à t'aimer toi-même, tu vois, en amour, l'autonomie en amour. Et dire, ben moi, je me modifie plus, je suis qui je suis, et même qui pourra. Mais j'arrête de me faire croire que, en me modifiant, j'ai plus de chances d'être aimé. Ce qui est faux, puisque quand tu te modifies, tu crées un fantasme. Tu n'es pas cette personne, donc il n'y a personne à aimer. Cette personne n'existe pas, en fait. Hein. Tu joues un rôle. Alors les gens peuvent aimer un rôle, mais toi, tu n'es toujours pas aimé, en fait. Ce que tu es. Et à partir de là, eh ben, je me suis perdu par rapport à ta question. C'était pas ta question. Aux entités, Ouais, au travail, voilà. Ouais, exactement. Et du coup, ça c'est notre job en profondeur, c'est de retrouver cette autonomie en amour. C'est ça que servent les relations. C'est à nous montrer qu'on est, tu vois, complètement dépendant ou codépendant. Et l'idée, c'est de se servir de ce bras de levier pour retrouver cette autonomie. Et ça, c'est mon travail principal, que je vais jouer à 50% dans mon couple, à 50% dans ma famille. Mais si ça passe pas, ben je vais créer intelligemment, et la vie va créer intelligemment, plein de sous-dossiers avec la caissière. Mais ça sera le même thème, en fait. La caissière va pas te dire bonjour et ça va t'agacer. Parce que, je sais pas moi, ta fille ne te dit pas bonjour et ça t'agace, tu vois. Parce que toi, tu n'as pas dit bonjour à ton ancienne belle-mère et que ça t'agace, etc., etc. Donc c'est toujours des sous-dossiers, des 3 gros dossiers, en gros. 3, c'est 3 ou 10, quoi. Que tu as en profondeur en toi. Pas parce que tu as 3 problèmes. Pas parce qu'en fait, tu as 3 pistes d'évolution personnelle. Tu as 3 possibilités joyeuses de te réveiller. Ou 10. Mais que tu en aies 3 ou 10, ça va se démultiplier en plein de petits dossiers, que ce soit jusqu'à la caissière ou un inconnu. Même un clochard, il va dire bonjour à tout le monde, sauf à toi, par exemple. Parce qu'il vient là pour te guérir, pas pour t'emmerder. Ouais. L'exemple classique, entre guillemets, c'est t'as un gros dossier qui est que tu n'as pas été reconnu de ton père. Donc dans la famille, tu peux pas aller voir ton père parce que ça te coûte trop, parce que tu as vraiment trop peur de le perdre. Tu peux pas le faire avec tes enfants parce que tu as trop peur de les perdre. Et du coup, tu vas le jouer au travail. C'est le premier endroit où ça va se reporter, c'est là où ça va demander le moins d'énergie, parce que là, tu vas devoir le régler. C'est-à-dire que ton patron, ça va être un transfert direct avec ton père. Alors, je sais pas, ton père n'a pas être reconnaissance, du coup, tu vas travailler comme un fou pour espérer avoir la reconnaissance de ton patron que tu n'auras jamais. Etc. Jusqu'à ce que tu ailles voir quelle est la part de toi qui va chercher quoi à un endroit où à la base, s'il y a bien un endroit où tu ne l'auras jamais, c'est bien au travail. Et c'est pas le but. Donc le dossier est trop important à régler avec papa, ça me coûte trop, parce que j'ai vraiment trop peur. C'est pas grave, la vie va te l'envoyer à un endroit où c'est beaucoup plus simple. Ou avec un ami, ils servent aussi à ça, ou avec un patron. On dilue parce que la l'enjeu, difficulté. voilà, on la dilue parce que émotionnellement, c'est plus facile de rentrer dans son patron que dans son père. Titre, ouais. C'est ce que je dis comme ça. Je sais pas si rentrer dans son patron. Bravo. C'est fantastique. Et l'archétype de cette blessure là de non-reconnaissance du père, c'est quand même la schtroumpfette qui est Oui. qui est cette blessure profonde. C'est clair. De retrouver l'amour du père, quoi. Elle est entourée que de mecs, du coup. Mais elle n'arrive pas à choisir. Ça va Voilà. Ça va, C'est clair ou c'est pas... Oui. C'est clair. Est-ce que quelqu'un va aller aux toilettes? ça va. Tout va bien. Parce qu'en général, les filles, vous allez aux toilettes La souvent, porte non? est ouverte, en plus, c'est parfait. Ah oui. On peut faire ça en live. C'est un gros dossier, la dette énergétique. On pourrait en parler des jours et on pourrait faire des ateliers que sur ça. Mais si
C'est vraiment le fameux avec tout ce que j'ai fait pour lui. Dès qu'il y a ça qui arrive dans le système, si je suis en train de penser chez moi et d'un coup ça vient, et voilà, avec tout ce que j'ai fait pour lui, là vous allez voir tous les endroits où vous êtes modifié pour l'autre. C'est avec cette phrase-là qu'on le voit. Et voilà, elle part une semaine alors que moi j'étais là, j'ai rien fait, et là je veux partir, elle me dit non. Voilà. Parce qu'en fait, à la base, j'ai cru que j'étais restée à la maison pour elle, parce qu'elle me le demandait. Elle m'a mis en dette. On s'est mis déjà en dette. C'est le cahier des charges. Et justement, comment on peut s'autoriser à être soi et à pas se modifier dans la relation si on n'a pas fait tout ce travail, à travailler sur ses blessures, tout ça, c'est possible? Tu peux pas. Tu peux pas. Il faut payer des stages à l'école de soi. Tu es obligé de les enchaîner. Même On quand t'as vous fait les mettra stages. le lien dans la description de la vidéo. Il faut raquer si tu veux être libre, tu vois. Non, mais on en parlait hier avec un pote, mais c'est le raccourci, en fait. C'est bon, après, c'est pas magique. Hein. S'il y avait des baguettes magiques, on les connaîtrait, je pense. Mais c'est une forme de pratique, qu'on appelle ça de la méditation ou une réflexion sur soi, peu importe. Mais il faut aller visiter, en fait, dans la relation, le fait d'être prêt à ce que cette relation s'arrête. Tant qu'on n'est pas prêt à ça, tant qu'on n'est pas OK avec le fait que ça s'arrête, bien sûr qu'on va se modifier. Puisque c'est cette peur que ça s'arrête Le fameux plan. qui nous fait nous modifier en permanence, en fait. Mais quand on se dit, c'est OK, je suis prêt à perdre ma femme, je vais me marier il y a 15 jours, mais je suis quand même prêt à la perdre, ça fait que je reste sain, entre guillemets, le maximum possible dans cette relation. Si je me trimballe dans cette relation avec l'énorme peur que ça s'arrête, bien sûr que ça crée des tensions et je commence à me modifier et puis il y a plein de dettes qui se mettent en place. Alors c'est pas simple, je dis pas qu'il faut être complètement insensible, mais bien sûr que si ça s'arrête demain, je vais pleurer des jours et des mois. Mais je suis OK. Je suis pas OK pour que ça s'arrête parce que j'ai envie que ça s'arrête. Je suis OK pour que ça s'arrête, pour être en paix dans cette relation. C'est différent. Donc à mon avis, moi, le seul tips pour vraiment arriver petit à petit à lâcher tous les petits dossiers où on se modifie, c'est vraiment de passer du temps à se projeter dans la fin de la relation, se projeter dans ses peurs, qui est je me retrouve seul, peut-être pour longtemps, peut-être que je ne retrouverai pas, peut-être que en fait, je vais passer à côté de ma vie, peut-être que j'arriverai jamais à le réparer, peut-être que je m'en relèverai jamais, etc., etc. Aller visiter ses peurs, sensoriellement. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je pars dans mon imaginaire et je visite mes peurs, c'est-à-dire j'imagine les vivre et j'écoute sensoriellement ce qui se passe. Voilà, après, à part ça... Alors, à part ça, moi, pour le traduire, dans ma façon de... comment c'est pareil, mais c'est un autre outil. C'est... si, par exemple, j'ai peur de le perdre, parce que il part faire du foot, et du coup, j'ai très peur qu'il m'abandonne. Donc, je revis la blessure d'abandon. Et en fait, du coup, moi, mon job, c'est... je vais aller voir quelle est la part de moi qui a peur de le perdre, quelle est la part de moi qui est en train de rejouer de l'abandon, quelle est la part de moi, et c'est ça que moi, c'est ça que je vais aller accueillir. Quelle petite fille. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de croire que c'est lui le problème, je lui mets de suite la phase B, c'est-à-dire qu'en fait, lui, quand il fait ça, il m'amène une solution. C'est-à-dire que le mental, il dit, et voilà, il m'abandonne, il part en vacances sans moi, c'est dégueulasse. Donc ça, c'est le corps mental qui fait ça. Mais en fait, derrière, pour moi, dès qu'il y a ça, c'est vraiment d'aller voir quelle est la part de moi qui n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que grâce à lui, j'ai pu connecter avec cette part qui était d'accord pour se modifier et complètement s'oublier, par peur de le perdre, évidemment, de ne plus avoir son amour, et d'aller accueillir cette part-là. C'est comme ça que moi je le vois, en fait, la petite fille. Concrètement, quand tu dis je vais voir la part de moi qui a été abandonnée, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Sensoriellement. Sensoriellement, mais ça veut dire que tu essayes d'avoir un souvenir quand tu as été abandonnée ou qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens qui savent? Ouais. En fait, pas forcément, c'est parce que le mental, il veut trouver pourquoi je vis ça. Oui. Pourquoi? Alors, au départ, c'est à cause de lui que je souffre. Donc, c'est ce que je dis là, on le ramène chez soi. Grâce à lui, je souffre. Parce que cette souffrance ne vient pas de lui, mais d'une petite fille qui a déjà vécu ça. D'accord. Pour moi, le premier job à faire, c'est d'accueillir sensoriellement. C'est-à-dire, il part, c'est où dans le corps? Ça fait peur? Oui. À combien? À 12. Là, j'ai peur à 12. Et ok, je vais prendre le temps d'accueillir cette souffrance et d'attendre que ça s'apaise.
en rassurant la petite fille. Moi, je parle à mes enfants, hein. Je suis une schizophrène, c'est normal d'avoir peur. C'est normal que tu souffres, c'est normal que tu revives ça, c'est ok. Donc moi, je ne m'occupe plus de lui, je ne m'occupe que de moi. Mon but, c'est ça. Et après, si je ne cherche pas de savoir pourquoi je vis ça, mais qui est en train de le vivre, quand je m'occupe de cette petite fille avec ce qui, si on observe bien la vie, la réponse, elle nous est donnée dans les 2 ou 3 jours qui suivent, tout le temps. Il y a quelqu'un qui va venir vous dire exactement ce qui s'est passé dans votre vie il y a 20 ans. Mais en vrai, on s'en moque de savoir pourquoi. Si ma petite fille, elle a été abandonnée, elle peut avoir été abandonnée. Mon système mental, il va focaliser à l'endroit qui l'intéresse pour pouvoir régler le dossier. Là, c'est pas trop compliqué. Si je joue l'abandon, je vais dire, oui, voilà, ça c'est sûr, hein, mon père, un jour, il m'a laissé seule à l'école. Voilà, et hop, ça monte. Oui, mais ma mère, elle a dû le faire aussi. Et puis c'est peut-être l'instit, et puis c'est peut-être ma sœur, et puis c'est peut-être mon prof, etc., etc. Mais comme je vais focaliser à un endroit, ça va nourrir mon mental. Alors que je vais peut-être passer à côté de la véritable info. Donc en vrai, l'info, on s'en moque. Parce que tant que j'accueille le ressenti, l'info, le souvenir passe. J'ai pas besoin d'avoir le pourquoi, parce que le pourquoi n'est là que pour rassurer, en fait, le mental, mais pas pour le réparer. Et pourquoi je vis ça ? Parce que ma mère m'a fait ça. Voilà. Et ça règle rien. Donc en travail de thérapie, on peut aller sur un souvenir qui est totalement inventé, du moment que ça soulage le ressenti émotionnel. Exactement. De toute façon, très souvent, les souvenirs sont inventés. En neurosciences, on nous apprend qu'un souvenir, le souvenir que tu vas avoir, en fait, il a été reconstruit. Mais n'a pas forcément existé. Parce que des fois, on a des souvenirs de choses qu'on nous a racontées, mais qu'on ne se souvient pas forcément, en fait. Mais tu peux traîner 40 ans un trauma d'une histoire qu'on t'a racontée, tu l'as jamais vécu. Mais c'est un vrai trauma. Puisque tu l'as cru. Ton système l'a cru. Si on te dit, je sais pas, ta tante sénile, que tu sais pas qu'elle est sénile, elle te dit, ah oui, quand t'es petite, t'as failli te noyer, ça s'est passé comme ça, et t'étais bleu, et ton père a eu peur, et tout, machin bidule. Si tu le prends comme une réalité, ben ça devient un vrai trauma. C'est pas parce que c'est pas vrai qu'en fait, tu n'as pas de trauma. La charge émotionnelle, effectivement, naît à ce moment-là où on te le raconte, pas avant, puisqu'il n'y a pas de passé. Mais ça devient un trauma. Donc c'est vraiment, peu importe en fait si tu l'as vécu ou pas. Ta réalité en fait, c'est ce que tu crois qu'elle est. C'est pas ce qu'elle a été. Si on filme toute ta vie, il y a les 3/4 des trucs que tu penses avoir vécu qui sont faux. Par contre, ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu crois avoir vécu, pas ce que tu as vécu. On a dévié là. On a dévié. Des croquettes. On est plus trop. On est plus trop dans les relations là. Ben, si, Mais c'est cool, non, mais c'est toutes dedans. tes relations, de toute façon. Là, pour le coup, c'est une relation de soi avec soi. Aussi. Mais toutes tes relations de soi avec soi, et on se sert des autres pour les voir. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on T'as parle oublié la que définition, vous nous. c'est ça. Tu l'as sorti comme ça. Elle a dit quoi ? Foutriquer. C'est pas sans foutre. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez du fameux triangle de Cartman. Des Bermudes. Eh ben oui. Tu viens Bermuda. Ah ouais. Il y en a un dans les Landes, un triangle des Bermudes. C'est clair. Pourquoi ? À chaque fois qu'on revient de l'océan, mais on perd 2 heures quelque part, on ne sait pas. D'accord, ok. Ouais. Non, là, je parlais du triangle de Cartman. Ouais, rien. T'as un bon résumé de ça, toi. Ouais, super. Non, mais c'est vrai. La dernière fois, t'avais posé la question en stage et j'ai dit, ouais, c'est trop bien. Tu l'as fait en une phrase. Ah, mais je ça sais rappelle pas. plus. Ah bah non, mais elle va revenir. Le moment de lecture. Bon, triangle de Cartman. 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 Cartman, c'est South Park. Ben, Cartman m'aura bien pété les houilles parce que j'en ai marre d'entendre parler de lui là. Bah ouais, mais on pouvait pas ne pas en parler. Donc, Cartman a dit. Les gens attendent. A divisé, a scindé les relations humaines en 3, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, successivement, par amour les uns pour les autres, on endosse le rôle de bourreau, c'est-à-dire qu'on va être le relou de service, le méchant, par amour pour celui qui doit vivre l'état de victime, qui ne sert qu'à une chose, c'est à voir que c'est un fantasme et qu'il est libre ou pas d'y croire et de retrouver sa souveraineté. Et la victime sert aussi au sauveur,
le sauveur va se servir de ce statut de sauveur pour reprendre de la valeur en lui-même, parce que sûrement qu'il a vécu la dévalorisation. Et du coup, mais on est tous, sans exception, Les 3. à un certain moment de notre vie et dans certains types de relations. Heureusement qu'on a tous des bourreaux pour vivre l'état de victime et s'en libérer. Le bourreau ne sert que par amour pour l'autre à libérer la victime. Mettre en lumière des... On est bourreau pour libérer la victime. La victime est victime pour se libérer lui-même et sert au sauveur à reprendre de la valeur et à reprendre confiance en lui-même et à déposer à terre toute la dévalorisation qu'il a eue, toute l'humiliation et compagnie. Donc ça tourne comme ça, et à la fois ça tourne pas spécialement parce que entre le sauveur et le bourreau, moi je trouve pas qu'il y ait forcément de lien concret. En tout cas, voilà, ils se servent les uns des autres, c'est-à-dire on se sert nous de ces 3 aspects pour grandir en conscience, guérir. Le bourreau, il a été victime, puisque il a été dévalorisé, humilié. Tout Ouais. ça. Enfin, Et forcément, bourreau, non, le sauveur, je veux dire. Le sauveur, il a été victime. Il a été victime, il a été bourreau. Il a été On a tous été tout le monde tout. a été Ah ouais, tout. j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui n'a pas vécu l'un des 3. D'accord. À un moment donné, tu le vis. C'est ce que tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que, ou alors tu choisis une expérience de vie totalement unique, c'est-à-dire je suis que bourreau ou que victime ou que sauveur. Je ne connais pas, j'ai jamais vu. Peut-être ça doit exister puisque tout existe. Mais c'est pas le but, quoi. C'est-à-dire que mon âme, par amour pour mon meilleur pote, quand on était là-haut, on a décidé de s'incarner tous les deux et j'ai dit, je t'aime tellement que moi, je vais être ton bourreau pour que tu arrives à expérimenter le pardon. Donc il faut aimer l'autre pour faire ça, parce que c'est joyeux pour personne d'être un bourreau. Donc ça tourne comme ça, jusqu'à que la victime comprenne que c'est son point de vue qui fait de lui une victime, et non pas les faits et l'autre, tu vois. Et à ce moment-là, quand il se réveille de ça, et qu'il reprend sa souveraineté d'être, c'est-à-dire qu'il décide par lui-même que, non, mais en fait, c'est moi qui vais choisir mon expérience, quoi. Je viens de comprendre que c'était pas la faute de l'autre. Il fait le plus beau cadeau au bourreau, en le libérant en fait de la loi de cause à effet, tu vois, qu'on disait tout à l'heure, à la dette énergétique. Quand la victime se réveille en disant ah ouais, mais attends, je peux prendre la responsabilité de tout ça, pas parce que c'est juste ou injuste, peu importe. Quand il y a un bourreau sur une victime, c'est injuste, point barre, il n'y a pas à tortiller. Mais qu'est-ce que t'as dit? Non, mais... Sexuel. Elle a dit sexuel, je sais pas pourquoi, mais de toute façon, on en reparlera à la fin. Hein. Du coup, tu m'as perdu. Merde. Bon, quand il y a un bourreau sur une victime, t'as dit. Que j'ai un bourreau sur une victime. Ouais, La victime voilà. Quoi. se rend compte que c'est par amour pour lui. Et ouais, non, enfin, au-delà, avant ça, il y a la victime qui va reprendre son pouvoir de voir le monde différemment. Parce que tant qu'on croit que c'est la faute vient de l'extérieur, je dis pas que c'est faux. Il y a d'un point de vue relatif, quelqu'un te met une tarte, c'est la faute de celui qui te met la tarte. Mais d'un point de vue absolu, tant que tu crois que c'est de sa faute, tu es pas libre. Tu n'es pas libre de créer un autre monde. Tu es en peur que ça réarrive. Par contre, si tu comprends que c'est ton point de vue qui va générer ton monde, ça n'arrivera plus. Parce que tu as décidé que c'était la dernière fois. Parce que si quelqu'un te refait ça, tu lui dévisses la tête, tu vois. Tu mets une limite. Et donc le bourreau t'aide à poser tes limites. T'aide à retrouver ta souveraineté. T'aide à t'imposer dans ta vérité. S'il n'y a pas de bourreau, oui, ça va. Tu vas bien, toi? Oui, ça va. Je suis pas en forme, voilà. Mais ça va. Tu peux être une victime 20 ans, 20 vies. Mais les bourreaux arrivent et te piquent, et te piquent, et te piquent. Jusqu'à que ce soit insupportable. Et ça va générer des ressources hallucinantes chez toi. Et tu vas passer de victime à être souverain. Alors peut-être que cette victime, une fois qu'elle a compris, elle va finir sa guérison en étant sauveur. Parce que plus jamais ça. Donc je vais sauver tous les autres. Jusqu'à qu'elle comprenne qu'il n'y a personne à sauver. En attendant, elle sauve des gens qui ne l'ont pas demandé.
Parce que tu sauves quelqu'un qui doit vivre cet état de victime, ben, tu le sauves 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il attend que tu arrêtes de le sauver pour vivre ce qu'il a à vivre. Tu vois? Et là, le sauveur devient le bourreau de celui qu'il voulait sauver. Ouais. C'est pour toi que je fais ça, je vais t'aider, tu vas voir, ça va aller. Sauf que l'autre ne lui a pas demandé, et celui qui est en train de vivre ça, il le vit comme son bourreau, pas comme son sauveur. La phase B du Ce qu'on fait sauveur. avec nos enfants. Je veux pas qu'elle souffre, je veux pas qu'elle souffre. La quoi? La fameuse relation entre le sauveur et le bourreau, du coup. Peut-être qu'elle est là. Ouais. C'était peut-être pas très clair, mais j'ai fait de mon mieux. Oh, ben, ils regarderont plusieurs fois la vidéo aussi. Ouais, je suis un peu tendu. Non, mais après, s'il y a des choses que vous comprenez pas ou quoi, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et on y répondra. on refera une vidéo ou on y répondra en privé. Ou... On peut même faire des tout petites vidéos pour répondre aux questions précises, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Une autre question? Moi j'en ai plein, mais J'ai dit wasabi où parlons des relations toxiques peut-être. Qu'est-ce que c'est une relation toxique? Que tu veux. Tout ce qui te pourrit la vie. C'est toi qui Au vois. contraire d'une relation saine. Voilà, mais qu'est-ce que c'est du coup la relation saine, la relation toxique? Qu'est-ce qui... La relation saine, pour moi, c'est de prendre la responsabilité de ce qui se passe. Pour moi, c'est ça une relation saine. C'est-à-dire que la forme, elle peut être jugée pourrie. Mais ce qui fait que c'est une relation saine, c'est que je vois que c'est qu'on est venu appuyer sur une part de moi qui était blessée, que l'autre a fait ça pour m'ennuyer, mais aussi pour m'aider, etc., etc. C'est ce qui fait que je peux re-rentrer en relation, parce que je comprends que l'autre, de toute façon, il a fait de son mieux. Et surtout, c'est pas contre moi. Et une relation toxique, pour moi, saine, c'est je ramène à moi. Toxique, je crois que c'est la faute de l'extérieur. Bon, pour moi, ça serait un truc un peu comme ça. C'est à cause de lui que je souffre. C'est un des vecteurs. C'est à cause d'elle que je souffre. Donc je suis dans une relation toxique. Et après, si on reprend entre le triangle de Karpman, parce que je ne sais pas qui a posé cette question, mais derrière, ça sous-entend une dépendance affective. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je peux l'entendre. C'est, pour reprendre le schéma d'Eric, je suis en relation toxique parce qu'un homme m'insulte et m'humilie tous les jours en me manipulant, voilà. Donc on va dire qu'il m'humilie. Et moi, je reste. Et le lendemain, il me redit que je suis nulle. Et je reste. Et il me dit, mais que vraiment, je suis débile. Et là, maintenant, ça suffit. Et là, j'arrête. Donc en fait, il a bien fallu que j'ai jugé cette relation toxique, parce qu'elle l'est. Mais c'est grâce à cette relation-là que je gagne en amour pour moi, que grâce à lui, j'ai de la valeur et que je dis plus jamais ça. Qui fait que je ne vais pas reproduire ces relations toxiques, parce que je sais que la toxicité ne vient pas de cet homme, mais d'une part de moi inconsciente qui s'est laissée humilier. Et c'est ça le bon endroit. Et ça ne veut pas dire qu'on lui pardonne à cet homme. Cet homme, il dégage. Celui qui m'a humilié, on s'en fout, c'est un con, il sort. Ça, c'est le relatif. Mais dans l'absolu, quelle est la part de moi qui a été d'accord pour accepter ce curseur, cette toxicité si loin, à la hauteur de la valeur que je me donnais. C'est ça. Et Les donc moi j'avais... avec les pervers narcissiques. Exactement. Le pervers, ou même au boulot avec le burn-out. Au boulot, le patron, il fait un transfert sur toi de son fils, toi de ton père. Tu n'as pas eu la reconnaissance, tu vas prendre tout le taf. Et lui, son job, c'est de t'en donner. Tout le temps. Jusqu'à ce que tu aies assez d'amour pour toi pour dire, maintenant, j'en peux plus et j'arrête. Mais si je ne sais pas le faire, mon corps prend le relais. Parce que je ne sais pas dire non, mon corps va prendre le relais, burn-out. Okay. Mais si je crois que c'est le problème vient, et c'est de cette relation toxique, et que ça vient de lui, je vais calmer mon burn-out, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais retrouver un travail, et ben, je vais reproduire la même chose. Comme les hommes. Hein, souvent on entend, je tombe toujours sur les mêmes hommes. Du coup, la deuxième partie de la question, c'était que peut-on mettre en place pour guérir une relation toxique? Du coup, c'est ça, c'est revenir sur les parts... C'est se responsabiliser. Ouais, voilà, se responsabiliser. Pourquoi je suis pas partie voilà. Que la responsabilisation. Je prends en charge la totale responsabilité de tout ce qui est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable, mais on en reprend la responsabilité. Non mais voilà, pour avoir un exemple concret, celui qui va m'insulter, me rabaisser, tout ça, pourquoi je suis pas partie pour prendre soin de la petite fille qui avait peur de se retrouver à la rue, des choses comme ça. Super. En fait, voilà, pourquoi je suis pas partie?
Bah, d'abord, parce que tu pouvais pas. Oui. Sinon, tu serais parti. T'es pas une dinde, t'es pas une poule derrière un cerveau. Il y a personne qui aime se faire humilier, frapper, insulter ou rabaisser. Personne n'aime ça. Donc, le pourquoi je suis restée, parce que tu n'avais pas le choix. Alors, pour qui je suis restée? Pour quelle part de moi? C'est vraiment la différence entre je réponds au corps mental de pourquoi. Ah, ça doit venir de mon père qui m'a toujours fait la même chose. Ok. Maintenant, je le sais, mais n'empêche que c'est pas ça qui fait que j'arrive à partir. C'est pas parce que je le sais, même si c'est le vrai élément, on ne saura jamais. Mais c'est pas ça qui va me bouger. Ce qui va me bouger, c'est de pardonner la part de moi qui n'a pas su bouger. Très souvent, quand il y a des divorces ou quoi que ce soit, la séparation, la chose la plus difficile, c'est pas le deuil alors il y a le deuil de l'autre, le deuil d'une séparation qui s'arrête, mais c'est d'abord et avant tout mon deuil à moi, c'est-à-dire de comment j'ai fait pour supporter autant de temps, comment j'ai fait pour m'oublier, comment j'ai fait pour rester alors que je savais que ça allait pas. Et le plus gros travail, très souvent, il est là. Et du coup, on va devoir le légiférer en disant cette relation, c'est sûr, a été toxique, a été dégueulasse. Et tout ça, ça m'aide à une chose, me donner le droit de partir. Donc on va focaliser à tous les endroits où chez l'autre ça va pas. Comme ça, on est d'accord, ça se fait pas. Ouais. Et voilà. Et ça va m'aider en fait à avoir une bonne raison. À m'autoriser quoi. D'autoriser la part blessée, puisque le sauveur ne peut pas abandonner. Donc j'ai une part de sauveur, il peut pas abandonner. Je ne sais pas dire non au patron, c'est mon corps qui prend le relais, parce que moi je sais pas dire non. Ou je ne sais pas dire non, et je vais attendre que l'autre commette une erreur Pour avoir une excuse. Pour avoir une excuse pour partir. C'est pas de ma faute. Et quand on parle de pervers narcissique, c'est ça. C'est pas de ma faute, c'est de la sienne, c'était un pervers. Donc c'est pour ça que je suis restée en fait. Il était malade et j'ai pas vu quoi. Donc c'est pas à cause de moi. C'est un peu. Donc, quand on remet la responsabilité, c'est ma responsabilité. Donc je vais voir qu'est-ce qui a changé. Acquis les ressources pour que ça ne m'arrive pas. Ou d'avoir. En fait, c'est surtout que si tu en reprends la responsabilité, tu en reprends la solution. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Ok. C'est ça l'idée. Parce que faut pas du tout que ça devienne culpabilisant du coup. La responsabilité, ça veut pas dire coupable. C'est pas parce que tu en as la totale responsabilité de ce que tu as vécu que c'est de ta faute, que tu as fait exprès, que tu aurais pu l'éviter. Tu n'aurais pas pu l'éviter. Sûrement pas. Même si tu n'avais pas pu l'éviter, c'est de ta responsabilité. Ça veut dire que tu as les tenants et les aboutissants pour que ça change et que ça n'arrive plus jamais. Parce que le piège, c'est d'attendre que l'autre change pour ne plus souffrir. C'est-à-dire que moi, j'aime pas les cons, je demande à tous les cons d'être loin de chez moi. Je mets un grillage autour de chez moi anti-con. Ah oui, ça va mieux, hein. Sauf que je sors de chez moi et je me tape tous les cons. C'est plutôt à moi aller voir la responsabilité que j'ai. Ah, c'est bon, il n'y en a plus Ça autour te de parle? moi. Je vais Caddy au milieu. autour de... Je vais voir chez moi qu'est-ce qui m'agace chez les humains que j'ai étiquetés cons. Ah, parce qu'ils font, je sais pas moi, ils manquent de respect aux femmes. Ok, ben là je vais voir dans mon histoire où est-ce qu'il y a eu du manque de respect des femmes et après il n'y a plus de cons dans le monde. Mais oui, c'est vraiment l'idée de c'est pas. On n'est rien en train de dédouaner. Hein. Le mec, c'est un pervers, il te tape, on le fout en tôle et il va mourir, quoi. Ça, c'est une évidence. Mais l'idée, c'est de prendre la responsabilité pour prendre la solution. C'est vraiment ça. Ouais. Ça veut pas dire que je prends. Ça veut pas dire que c'est de ta faute. Voilà, c'est ça, pas du tout. Ça veut dire que tu as la solution. Voilà, c'est ça. Je vais voir quelle est la part de moi, la femme battue. Je vais voir quelle est la part de moi. Et je sais que ça pique, hein, mais en psychologie, on appelle ça le bénéfice caché ou bénéfice secondaire. C'est un peu on va le traduire comme ça. C'est-à-dire, je vais prendre quel est l'avantage, et quand il faut bien le dire avec des pincettes, etc. Mais quel est l'avantage que quand on vous dise que vous êtes débile, quel est l'avantage de rester? Le mental, évidemment, ben rien. Évidemment, personne n'aime ça. Je le sais. Mais il faut bien que j'aille chercher cette part qui raconte ça au moment où... qui peut être totalement inconsciente. Qui, généralement complètement inconsciente. Qui, dans votre vie, avant lui, vous a traité... On avait dit que vous aviez le droit d'être nul. Vous avez le droit d'être... qui vous a dit que vous étiez débile. Et là, on commence à faire un vrai travail. C'est-à-dire, elle l'a bien entendu de quelque part pour le rejouer. Et comme je vais chercher ce bénéfice caché, entre guillemets, c'est ce qui me permet d'avoir la solution pour pas que ça se reproduise. Ça n'a rien à voir, c'est pour dédouaner l'autre. Parce que du coup, on dit, ah oui, du coup, c'est tout de ma faute. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas de coupable.
Mais il y a une part de moi qui va se laisser faire, parce que c'est mieux de se laisser taper par un mari violent que de le quitter, parce qu'il est hors de question que je me retrouve sous les ponts. Et ça, c'est évidemment, n'importe qui au monde ferait la même chose si on avait la même place que cette femme-là. Et du coup, le fait de s'en rendre compte, par exemple, de ce cas de figure. Mais, du coup, ce n'est plus... En fait, du coup, le système ne le vit plus comme une fatalité. Puisque... si on parle, mais la femme battue, elle se fait battre. Il y a mon inconscient plus inconscient collectif. Donc, de toute façon, j'ai pas le droit de me plaindre. Puisque, voilà, elle a qu'à partir. Hein. C'est le premier truc que ça résonne dans l'inconscient collectif. Donc déjà, elle va déjà être seule, la femme battue, si on prend cet exemple. Mais si on lui explique que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'équilibre, hein, c'est-à-dire qu'il y a une face A qui est d'accord pour partir, mais il y en a une qui n'est pas d'accord pour partir. Qui a très peur de partir. Qui a trop peur de partir, sinon elle le ferait, parce que c'est insupportable de se laisser battre. Donc il y a bien cette part-là qui n'est pas d'accord. C'est celle-là qu'on va chercher. Quand on dit prendre la responsabilité, c'est on va aller chercher celle qui est d'accord pour rester. Ça ne veut pas dire qu'elle est folle ou machin. Pourquoi elle part pas ? Parce qu'elle a très peur de finir sous les ponts. C'est pour ça que vous partiez pas. Mais cette femme-là, quand elle l'avait pas avant, elle avait « et voilà, je suis débile, je me laisse battre ». Donc c'est une fatalité parce qu'il n'y a pas de solution. C'est à cause de moi, voilà, c'est ça, moi je me laisse battre. Non, tu te laisses battre parce que tu as très peur. Ah oui, c'est vrai. Et là, ça me donne des ressources parce que si j'ai très peur de me retrouver à la rue, je vais peut-être aller commencer à chercher un travail, à mettre en place une stratégie. Tu trouves la solution. Ouais. Et là, c'est plus une fatalité, il y a une face A et il y a une face B. Même si ça prend 6 mois. Et c'est la même chose avec une émotion. Et voilà, je suis toujours en colère. Ben, est-ce que c'est vrai ? Nanana. À un endroit, tu dis que tu es en colère parce qu'à un autre endroit, tu peux dire ça parce que tu ne l'es pas. Tu sais ce que c'est quand tu ne l'es pas. Donc tu es bien les deux. On est toujours double. Et c'est ça qu'on va... Et du coup, ça s'équilibre. Et la prochaine fois que je suis en colère, je dis « Ah oui, mais pas toujours ». Et là, ça apaise, en fait, ça équilibre. On n'est plus des êtres déséquilibrés émotionnellement. Moi, je veux rebondir sur les relations toxiques. Je sais pas pourquoi On je va dis ça. mettre Tigrou dans le... Elle nous a embabouillé. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'on y a ? Ni que douille, toi, là, hein. Arrête, a été salam alaikum, continue. On va pas reculer sur la question. Ouais, je sais. J'ai du mal à avancer. Je reviens en arrière. Ah non. Oh le relou. C'est du content, Franche, comptez. Affinage 18 mois. Merci. Donc, les relations 18 toxiques. par blessé. 18 mois. Donc du coup, tu voulais Alors. revenir sur les relations toxiques. Bah attends, je mange du comté pour les dents. On passe à notre question du coup. Non, bah non. Je suis la priorité. Oui, c'est vrai, pardon. Ouais, bah ouais. Je suis une soumise, j'oublie. Si vous voulez apprendre à être soumise, contactez Orlan par le biais de l'école de soi. Ouais. On va vous expliquer comment faire. Je fais des cours. Des cours de cours de soumission. soumission. C'est vrai en plus. Relation toxique. Ouais, je voulais juste préciser ça, c'est que relation, on peut être dans une relation saine et être en train de se disputer. C'est pas parce qu'il y a un désaccord ou même un peu de colère ou un ton qui monte que la relation n'est pas saine. Et des fois au contraire. Il est très sain que des fois on lève le ton parce qu'effectivement, par fatigue, parce que c'était pas le moment quoi, on a un peu accumulé de rancœur et que tout d'un coup ça sort. Ça peut être sain que d'avoir des blancs entre deux personnes dans une relation parce qu'ils ont besoin tous les deux de se retrouver et ils le font tous les deux en conscience. Et ensuite ils vont se retrouver quand leur part blessée se sera apaisée et il vaut mieux rester dans le silence que de se faire croire qu'il n'y a que la vérité qui compte et que même activé, je vais te dire ma vérité et tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça et au final on est dans un vrai conflit d'ego à ego. Donc je pense qu'il peut y avoir des relations saines même quand il y a conflit. Voilà. Le conflit est naturel, on a le droit de ne pas être d'accord. Si on a laissé un peu de non-dit, de temps, si on s'est un peu trop modifié pour l'autre, c'est normal qu'à un moment donné ça se régule comme ça. Plus on prend soin de soi aussi, plus on prend conscience que ça aide personne de se modifier, ben plus on a tendance à le voir des fois et ça nous agace parce qu'on se dit putain, c'est oublié,
Alors l'ego va dire, mais non, mais c'est quand même la faute de l'autre parce qu'il n'a pas fait d'effort, etc., etc. Ok. Les conflits peuvent être juste le nettoyage des 2-3 petits trucs qu'il y a dans la relation qui fait qu'on s'est oublié à un certain moment. Donc ça, c'est une relation saine. On peut se crier dessus. C'est sainement. l'entretien de Ouais, la ça peut relation être saine, quoi. une forme d'entretien, mais C'est le rappel de penser à ça soi. reste comme ça. Je veux dire, si vraiment tout est lisse, à mon avis, c'est pas gagné. Ou alors les deux personnes ont fait un travail de profondeur hallucinant. Ils sont complètement éveillés à leur véritable nature et ils sont OK pour vivre ce qu'ils ont à vivre, etc., etc. Mais bon, c'est rarissime. Et c'est normal et sain, à mon avis, que de temps en temps, ça parte au clash pour éviter que s'accumule beaucoup de rancœur et du poison là, qui se diffuse insidieusement dans le couple ou dans une relation amicale parce que finalement, d'accord, allez, et puis on attend. Donc, voilà. Et on peut être dans une relation toxique quand tout va bien et qu'on se fait des bisous tous les jours. Voilà, contrairement. Parce que tout le monde se modifie. Tout le monde se modifie et en fait ce sont deux personnages qui sont en relation mais qui n'existent pas en fait. C'est un gros fantasme. Donc pour moi une relation toxique c'est vraiment une relation qui m'empêche de faire mon travail personnel et d'évoluer en fait. Qui me tire vers le bas ou me demande de stagner. C'est-à-dire si à un moment donné je prends conscience que oula je manque de liberté là, il y a trop longtemps que je suis pas allé voir mes potes, et que ma relation elle est hyper saine, on se dispute jamais. Mais pour ça, je continue à ne pas aller voir mes potes et faire du sport, ben elle est toxique cette relation. Puisqu'elle me prive de ma liberté, c'est-à-dire de mes élans. Les élans, ils ne mentent jamais. Tu as envie de faire un truc, c'est un élan. Ils ne mentent jamais ce truc-là. Donc il faut le suivre. Si ta relation saine, par peur qu'elle ne soit plus saine, quand on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ben, te prive de liberté, ben, elle devient toxique de fait, quoi. Oui, juste, voilà. C'est pas parce que tout se passe bien qu'elle est saine, et c'est pas parce qu'il y a des disputes que c'est toxique. C'est ça qui est, voilà, fond et forme. Ça peut être, on peut se hurler dessus, que ce soit sain, et on peut se faire des bisous, et montrer au monde qu'on est le couple parfait, et vivre un enfer de toxicité, parce qu'on s'est totalement oublié. On a oublié nos rêves d'enfant, notre liberté, etc. Voilà. Petite Tout à l'heure, tu précision. parlais de comment entretenir une relation saine, ça me fait penser à tes brillants modules de spécialisation, notamment sur le couple, pour la modique somme de 125 €. Voilà, petit placement en formation. Voilà. On mettra le lien. Elle vend sa gourde aussi. Sa gourde. Celle-là, pas ma collègue. Où tu nous enseignais, dans une relation qui va bien, au bout d'un moment ça peut aller un peu moins bien, et tu disais de faire des avenants au contrat dans la relation, de prendre un temps, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les trimestres, de faire le point, de dire là, depuis un mois, il y a des besoins chez moi qui ne sont pas nourris, et de les exprimer, et que l'autre aussi les exprime, pour ne jamais avoir à formuler de reproches. Parce que, voilà, comme tu l'as bien appris, on ne peut pas faire de reproches si on n'a pas exprimé nos besoins. Enfin, c'est... C'est ça. Donc voilà, ces avenants au contrat, je pense, c'est ce qui entretiennent la relation saine. On n'en fait jamais assez, ça c'est sûr. Parce que les deux grandissent côte à côte et nos besoins évoluent. Et si on ne se les communique pas, c'est pas marqué sur notre front. C'est vrai. Merci pour cette précision, c'est vrai que c'est super important, les avenants au contrat. Parce que je l'ai casé en consultation, on m'a demandé si j'avais fait du juridique. J'ai dit non, moi c'est juridique. Il se reconnaîtra, il regarde. Mais l'idée c'est ça, c'est que inconsciemment, on met en place un contrat de fou, avec plein d'astérix et compagnie. Mais c'est inconscient. C'est-à-dire que je me mets avec Orlane, et puis quand je la rencontre, ce qui me plaît chez elle, c'est ça. Je considère qu'elle est ça. C'est-à-dire que si elle n'est plus ça tout d'un coup, c'est plus l'idylle. Donc je lui demande inconsciemment et puis puissamment d'être ce qu'elle m'a montré qu'elle pouvait être quand on s'est rencontrés. Dès qu'elle est quelqu'un d'autre ou fait moins d'efforts ou commence à moins s'habiller ou à moins se faire du sport ou à moins ça, hop, chez moi il va y avoir une pression inconsciente qui va se projeter sur elle et ça va créer une dette énergétique. Et donc moi, je peux dire, 3 mois après, ou 6 mois, ou 2 ans, ou 20 ans, écoute, moi j'aurais besoin que tu prennes un peu plus soin de toi au niveau du sport. Elle va me dire, oui, mais en fait, tu parles de toi et compagnie, peu importe. Mais moi, j'ai le droit d'exprimer mes besoins.
Celle-là, on l'a bien retenue. Je pense que c'est celle qu'on a le plus retenue de toutes. C'est on ne parle que de soi. On ne parle que de ça. Alors on pourrait faire une vidéo que là-dessus. C'est vrai. Ce serait rigolo. Et donc, en tout cas, moi, mon job, le seul truc que je peux faire pour assainir notre relation, c'est de me poser avec moi-même et de regarder quels sont mes besoins. Et lui exprimer. Sans attendre qu'elle les nourrisse. Je ne peux que les exprimer. Je n'ai pas le droit d'attendre qu'elle les nourrisse. C'est à moi de les nourrir. Je peux le dire, comme ça elle le sait. Et en son âme et conscience, elle aura l'élan de le faire ou pas. Si ça correspond au sien aussi. Mais en tout cas, tant que c'est dans la zone floue, noire et inconnue, je ne peux pas lui reprocher quelque chose qu'elle ne connaît pas. C'est le fameux truc, tu aurais pu le savoir que j'avais envie de ce truc. Hein, tu vois, tu aurais pu deviner que j'étais pas bien là. Tu aurais pu deviner que ça m'a touché. Tu aurais pu deviner que l'autre il était un peu un relou et que tu n'as pas calculé et compagnie. Une fois que c'est clarifié, mon besoin c'est plus de protection, mon besoin c'est plus que tu prennes plus soin de toi parce que je suis incapable de le faire tout seul. J'ai besoin de... Après, l'idée c'est que je demande pas à Orlan de le faire pour moi. Je exprime les besoins, mais clairement sans attendre qu'elle les nourrisse. Parce que si j'exprime un besoin en attendant qu'elle les nourrisse, c'est pire que tout. C'est-à-dire que je t'aime si t'es comme ça, si t'arrives pas, tu dégages quoi. Non. J'ai besoin de ça. T'y arrives, génial. T'y arrives pas, j'en refais ma priorité et je vois comment je peux faire avec moi. Si je ne peux pas du tout faire avec ça et qu'elle non plus, c'est peut-être la fin du couple. Ou de la relation amicale, ou... Donc c'est ça les amener en contre. C'est vraiment... Je pense que c'est vraiment notre job à tous, c'est d'être le plus clair possible sur nos besoins, quoi. On peut rien faire d'autre en fait. Et dans toutes les relations. Et dans toutes les relations. Moi j'ai tendance à y arriver plus ou moins dans le couple, la famille et compagnie. Mais au niveau pro, tu te dis, il est censé savoir, etc. Le piège, c'est ça. Hein. Le piège, c'est de savoir à qui tu parles. C'est-à-dire que je prends Ludo, je sais qui il est maintenant. C'est un ami, je sais qu'il a tous les concepts, qu'il a une compréhension du monde pointue, fine. Et un jour, il est pas bien, il me pète un sketch et il me fait chier. Et là, je peux lui dire, mais t'es con, quoi. T'as tous les concepts et tu m'emmerdes. Non, je parle pas à Ludo, là. Je parle à une part blessée de Ludo. C'est ça le piège. De te faire croire que tu crois savoir à qui tu parles, mais tu parles pas toujours à la même personne. Tu parles à cette personne. Non, tu parles à ses parts blessées. Donc tu parles à un Ludo. Moi, je parle à un Ludo qui a 4 ans et qui est excédé, apeuré, et qui va me sortir tous des vieux trucs que personne ne comprend. Et moi, au lieu de m'agacer parce que je sais qu'il a les concepts, je vais adapter mon vocabulaire et dire à Ludo, écoute, tu as le droit d'être blessé, mais moi je suis pas ton père, tu me parles pas comme ça, tu vas te détendre et tu as le droit de te détendre et quand ça va mieux, tu reviens. Je m'adapte en fait à la part à qui j'ai affaire. Et c'est ça aussi les relations. Si je considère qu'il a tous les concepts et qu'il est hyper en place et compagnie, et qu'il me pète un sketch, je considère inconsciemment qu'il le fait exprès, juste pour m'emmerder. Ce qui est faux, parce que personne ne fait ça en fait. Donc j'essaye de me rappeler que si quelqu'un perd ce qu'il est de base, c'est qu'il est dans une activation émotionnelle, une part blessée, un trauma. Et donc, je peux continuer un peu à relationner avec lui si je m'adapte à qui je parle. Voilà. Ça, c'était hyper important, ça. Merci. Moi, j'ai encore une petite dernière question en ce qui me concerne. Hein. C'est pour Orlan. Vous en posez d'autres? Non. Non, je dis non. C'est n'importe quoi. Je ne veux pas. La relation fusionnelle est-elle saine? C'est cadeau. Je te la laisse, c'est cadeau, elle a dit. Répétez la question. La relation fusionnelle est-elle saine? Alors, Est-elle une relation saine? on peut faire un tour de table pour voir. Hein. Non, moi je connais la réponse. C'est pour... Alors, moi j'ai pas lu tous mes cours. Donc non. Alors après ça dépend toujours, puisque chacun dans sa symbolique a une idée de la fusion. Donc chacun la sienne. Mais déjà dans l'idée de fusion et donc on va dire de mélange, si on prend la relation, c'est un mélange d'énergie. Un couple, c'est un mélange d'énergie. Mais par contre, chacun reste chez soi. C'est ça le but. Le but, c'est de ne pas confondre, de ne pas se modifier pour l'autre. Donc la seule façon de fusionner avec l'autre, c'est de fusionner dans son énergie. Mais je peux fusionner dans son énergie sans prendre ses blessures qu'il est et garder mon identité et mon unicité complète. Ce que vous disiez dans une des vidéos précédentes où
son énergie plus mon énergie, ça fait une troisième énergie. C'est ça. C'était sur les Le couple 3. Sur le couple. Alors, on nous a dit en fait qu'on devait. D'ailleurs, on voit ceux qui fusionnent à la fin, ils se ressemblent physiquement. Ouais. Enfin bon, mais c'est vrai. Les mères et les filles, Ouais. Souvent les mères. Souvent les mères et les filles. Ouais. Ça marche avec les animaux ou... Oui, bah, carrément. Tu vois pas, les petites vieilles extrêmement les chiens, ils ont le même couple. C'est impressionnant ça. Tu comprends que c'est une énorme fusion. Encore, c'est peut-être l'une des plus saines. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il y en a Après, qui a des attentes. Ouais. L'autre il veut juste bouffer. C'est ça. Mais bon, ouais, pour rebondir sur ta question, effectivement, on a beaucoup de mamans, de papas qui arrivent très fiers de dire qu'ils sont fusionnels avec leur enfant. Et effectivement, c'est peut-être un scoop pour certains, mais ce n'est pas du tout sain. Puisque ça crée énormément de codépendance et ça ne laisse pas du tout l'enfant, ni l'adulte d'ailleurs, mais en tout cas, ça ne laisse pas l'enfant libre et souverain de qui il est. Donc, voilà, la fusion, c'est une... Le jour où il n'y a plus de fusion, tout s'écroule, quoi, tout s'effondre. C'est Grosse peur de perdre l'autre. Ouais, en fait, ça naît de cette idée que l'autre peut m'aider à ne pas ressentir toutes mes peurs, en fait, tout simplement. Je n'ai pas été assez aimé, je demande à ma fille, à mon fils ou à n'importe quel être avec qui je rentre en relation de m'aimer tellement qu'au moins j'oublie tout mon passé et qu'il me donne un peu de valeur que je n'ai jamais eu ailleurs. C'est une bouée de sauvetage. C'est une bouée, Ouais. c'est un Doliprane, quoi. T'as mal, t'as plus mal, sauf que ça ne résout pas la cause et l'origine du bordel. Donc la fusion ne peut que augmenter ou chuter, mais je m'en déferai jamais. Parce que si j'arrête la fusion, je retombe en fait dans mes vieux démons, mes peurs et compagnie. En tout cas, ça ne laisse ni l'un ni l'autre libre d'être qui il est. C'est à l'opposé de tout ce qu'on explique depuis le début. C'est un attachement total et profond, déguisé sous de l'amour inconditionnel, qui n'est pas du tout de l'amour inconditionnel. C'est très juste. Et du coup, Désolée, je t'ai coupé. c'est ok de le vivre. C'est ok de demander de l'aide pour y voir plus clair aussi. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. On vit tout ce qu'on a à vivre. Mais oui, la fusion, bon. On est là pour transcender tout ça et devenir libre et autonome. Pas pour être codépendant. Voilà, parce que quand on est codépendant, on fait porter une lourde charge et une lourde responsabilité à l'autre. Et pour moi, c'est aux antipodes de l'amour véritable. Du Voilà. coup, comment rentrer en relation avec ses enfants pour leur transmettre justement ce qu'est une relation saine et leur éviter le maximum de trauma. Enfin, leur éviter, Ouais. même si on n'a Ouais, pas le bien choix sûr. de leur imposer un trauma à un moment donné. Oui. Ou comment leur expliquer en tout cas que s'ils ont un trauma, c'est Responsabiliser. c'est à eux d'aller travailler là-dessus et il y a une raison qu'ils aient celui-là. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, on le voit beaucoup dans les formations, nous, hein, quand on commence à parler des relations, de comment ça marche, de comment on clarifie une relation, quels sont les tenants, les aboutissants, l'impact et compagnie, il y a beaucoup de mamans et de papas qui disent « Oula, mais en fait, je fais n'importe quoi depuis longtemps, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon fils, ma fille ?» Sachant qu'on ne peut sauver personne. Et puis qu'ils ont fait leur mieux. Ils ont fait de leur mieux, il n'y a aucun problème. Donc là, on revient, tout le monde a fait de son mieux et tout le monde a fait ce qu'il avait bien besoin de faire. Maintenant, s'il entend ça aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus. C'est que tout le système familial a besoin de clarté et propose de la clarté. Donc, c'est pas compliqué, ces concepts-là, on en parle. Même un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on lui exprime le fait que, écoute, je t'avais dit ça, mais je me suis trompé parce que j'avais pas tous les outils. Maintenant, sache que, qui que tu deviennes, quoi que tu fasses, quels que soient tes actes, tes mots, tes élans, tes envies ou comment tu me parles, je t'aimerai et je t'aime inconditionnellement. Maintenant, si tu dépasses les limites du respect de moi, on va mettre en place des limites, des barrières, parce que moi, je mérite le respect comme toi. Tout simplement. Même à 2 ans, on peut parler comme ça. Ok. Peu importe si l'enfant est en âge de l'entendre, de le comprendre ou pas, il l'entend et il l'intègre. Parce que tout ça, c'est énergétique et invisible.
Donc il n'y a pas de problème avec ça. Les enfants, il suffit de leur dire une fois, bah, écoute, je suis désolé, je t'ai mis plein de conditions à mon amour, je te les retire aujourd'hui. Et sache que si à l'avenir je remets des conditions à l'amour que j'ai pour toi, c'est parce que j'ai beaucoup de peur, mais ça n'a rien à voir avec toi. Donc c'est l'expression de mes peurs, mais moi je te le dis aujourd'hui, je suis en paix là, et je t'aime et je t'aimerai, qui que tu deviennes et quoi que tu fasses. Même si je suis en colère, même si je te crie dessus, parce que ce sont mes peurs, mes difficultés à transcender tout cela, je suis ok avec le fait que tu es un être parfait et je t'aime inconditionnellement. Une fois que c'est dit, c'est dit. Une fois dans la vie. Et si vous n'êtes pas sûr, on répète. Même quand il dorme, même dans sa tête, peu importe. C'est notre état intérieur qui dicte la relation, pas ce qu'on dit en fait. Là on le dit parce que ça acte quelque chose pour nous, pas pour eux. Mais si au fond de moi j'ai complètement intégré ce concept que je n'ai pas à le sauver, je n'ai pas à lui expliquer la vie, je n'ai pas à mettre de conditions à l'amour que j'ai pour lui, le simple fait de le vivre lui procure cette notion et cette liberté. C'est encore mieux quand on lui dit, parce que ça va plus vite dans l'intégration. Mais c'est vraiment ce qu'on transpire qui... Le fait de le dire et de vivre pleinement sa colère, sa joie, sa tristesse face à... Tu lui apprends à être libre totalement. Il sera libre de tout ça. Quand tu dis ne pas lui expliquer ce qu'est la vie, c'est parce que son expérience, elle est personnelle, elle est différente de la nôtre, c'est ça? C'est l'idée que s'il ne me demande pas de conseils ou d'aide, même un enfant, j'ai pas à lui donner de conseils. J'ai à le sécuriser tant qu'il n'est pas autonome. C'est tout. Mon job de père, ou son job de mère, ou notre job de parent, n'est rien d'autre que la sécurité émotionnelle et physique. L'expérience totale de la vie, on devrait lui laisser. Mais ce sont nos peurs qui font qu'on le brime. Cet été, ma fille voulait sauter de 17 mètres. Je ne voulais pas lui interdire, mais ma tête, elle voulait lui interdire. Ma peur voulait lui interdire. J'ai rien dit, j'ai réussi à rien dire, mais, tu vois, c'est compliqué. Mais voilà, mon job, c'est d'être assez confiant en la vie pour qu'elle prenne ce risque-là, parce que c'est son expérience, c'est pas la mienne. Parce que si je lui dis non, elle refera peut-être 25 mètres le jour où je suis pas là, et 2 jours après. Peu importe, en 22 ans. Donc c'est ça, c'est leur faire confiance totalement. Ouais. Moi j'ai pris soin de ma peur, pas de ma fille. Tu vois, j'ai pas laissé ma fille libre. Enfin, ma tête n'a pas laissé. J'y suis arrivé, mais j'aurais pu échouer. J'aurais pu paniquer et dire stop, non, tu fais pas ça. Et les deux se tiennent. Mais dans l'absolu, on essaye de les laisser libres en fait. Les sécuriser à manger, un toit, voilà, la sécurité physique et émotionnelle. Donc le père est plutôt responsable de la physique. La mère est plutôt responsable de l'émotionnel. En tout cas, la femme, c'est pas forcément la mère. La femme, l'homme. Mais bon, tout se mélange quand même. C'est notre seul job en tant que parents. On n'a pas à leur expliquer la vie, on n'a pas à les éduquer. Non, en fait, dans l'absolu, on a juste à les sécuriser. On les sécurise pour qu'ils fassent leur expérience personnelle unique. Alors sinon, on en fait des petits moutons, oui, ça c'est sûr. C'est comme ça. Merci. Avec plaisir. Vous avez d'autres questions peut-être? Quelque chose à rajouter? On a oublié des Je pense trucs. qu'on a fait le crochet, je t'en ai des trucs. Ce n'est pas une perruque. Et à la fin, restez parce qu'on enlève le perruque d'Alex. Merci à tous pour votre participation. Il n'y a pas de questions, les filles? Ça va? On a fait un bon tour là, pas mal. Tu dispenses des enseignements, mais tellement parfaits que si tu... Alors, justement, justement, on va faire l'instant promo. Voilà. Est-ce qu'il y a une formation relation saine cette année? Oui. Il y en a une ou deux. Il y en a une, c'est sûr, mais... Pour les dates, il faut aller voir le site. Non, mais on mettra le lien. Ouais. Voilà, formation que moi, personnellement, je conseille à tout le monde. Au-delà du... Enfin, pour tous les domaines de la vie, professionnel, personnel, amoureux, c'est une formation absolument géniale. On passe 2 jours sur ces thèmes-là, avec Orlan. Mais l'idée, c'est aussi qu'on aille voir chacun, justement, nos plus grandes peurs, nos plus grands désirs, pour en apprendre énormément sur nous, et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous limite dans nos relations et dans notre liberté. Donc c'est une formation qu'on fait tous les deux. Et puis surtout, si en regardant la vidéo, vous vous dites, parce que le mental, il adore ne rien changer, il a besoin de 0 changement. Donc il aime pas...
Il se fait croire qu'il aimerait avancer, mais pas vraiment, parce qu'il est tout petit et il a très peur de changer. Surtout, venez faire le stage. C'est-à-dire que si ça raconte, oh, alors là, c'est n'importe quoi, hein. Lui, vraiment, il m'énerve et c'est sûr, c'est lui, sa faute. Voilà. Ceux à qui ça fait encore ça là maintenant, venez au stage. C'est là où on peut vivre ça en entendant et en se disant que c'est un concept. Bah, si vous voulez, venez le vérifier. Et ça, pour les stages, c'est nickel parce que vous allez vérifier que votre mental vous protège et vous empêche de voir que si vraiment ça vient de vous. En tout cas, moi, je fais le pari que jamais, pendant un stage, vous allez trouver que la faute vient de l'autre. Impossible. Donc, c'est une gymnastique, parce qu'on nous a appris tout l'opposé. Donc, c'est une gymnastique qui est d'abord concept, qu'il faut digérer, mais après, venez l'expérimenter. Donc, on mettra les dates et le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Pour le prochain thème des apéros partage, on parlera des liens transgénérationnels. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie de participer à la vidéo comme nos invités aujourd'hui, voilà, vous avez vu, c'est super fun. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous écrire, pareil, je mettrai l'adresse mail, c'est écoledesoifvideo@gmail.com. Donc n'hésitez pas à vous écrire si vous voulez participer, si vous avez des questions, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas. Même des idées d'autres formats de vidéos, d'autres formats de rencontres. On est ouvert à toute proposition. On a plein d'idées aussi. On va mettre en place des lives certainement. Voilà. Après, j'ai envie de revenir sur les stages, de dire que autant il y a de l'enseignement, mais autant il y a beaucoup de pratiques, plein d'ateliers où on met en pratique ce que vous nous apprenez tous les deux. Et on va sur nos situations personnelles et on ressort de là, waouh, grandi. C'est clair. C'est pas juste, on n'égurgite pas juste. Voilà. Non. Non, c'est pas comme une vidéo. Hein. C'est pas un stage théorique. Non. Je le précise. C'est vrai, c'est pour ce témoignage, Mathilde. Le stage, effectivement, ne ressemble pas à ça, à part l'apéro. Là, on égurgite par contre. C'est une immersion, là. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Salut. Merci. Moi, je pense que je vais te faire la promo. On dépose les mains.